Rescapée du camp de concentration et centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, Ginette Kolinka se veut passeuse de mémoire. Elle intervient dans toutes les écoles de France pour témoigner de son histoire. Du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'antisémitisme et de la haine, pour que cela ne se reproduise jamais. Ils seront alors internés au camp de Drancy, puis, un mois plus tard, déportés en direction d'Auschwitz-Birkenau. La Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. La France, elle, va déclarer la guerre aux Allemands le 3 septembre 1939. Cette période est particulièrement marquée par un excès de violence et de terreur. Il s'agit d'une guerre totale, car les militaires et les civils en seront les victimes de chaque côté. Cette guerre va traumatiser l'Europe entière, et notamment la vie de Madame Kolinka, suite aux atrocités et à la cruauté du nazisme dirigé par Adolf Hitler. Pour conclure, la Seconde Guerre mondiale prend fin le 8 mai 1945. Merci les élèves pour cette introduction. Les élèves, vous allez assister ce matin à un témoignage unique, celui d'une rescapée de la Shoah. Un grand merci à M. Carton et aussi à notre principal précédent, M. Boyenval, d'avoir permis, et M. Carton d'avoir plus que favorisé l'organisation de ce témoignage. Merci aussi pour le directeur qui nous prête cette salle. Un immense merci, Madame Ginette Kolinka, de nous faire l'honneur de venir témoigner auprès de nos élèves de 3e ce matin sur ces heures sombres de notre histoire, sur ces heures sombres pour l'Europe, pour la France et pour vos proches, pour vous, votre famille, pour vos camarades d'infortune, Marceline Loridan-Evans, Simone Veil. Je vous laisse tout de suite la parole, Madame Kolinka. Merci. Bien, écoutez, tous ces merci, c'est gentil, mais c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Parce que si vous ne nous faisiez pas venir dans vos établissements, eh bien, comment ferait-on pour parler et comment ferait-on pour demander à toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui de devenir des passeurs de mémoire? Parce qu'on compte sur vous pour que, malheureusement, maintenant, on commence tous à prendre de l'âge, on est de moins en moins, mais vous êtes la relève. Et tous mes camarades qui n'ont pas eu ma chance de revenir, ceux qui sont survivants, eh bien, on compte sur vous et devenez de bons passeurs et passeuses de mémoire. Il faut en parler si on ne veut plus que ça recommence. Alors, je vais vous montrer, là je ne vous montre pas parce que c'est moi quand j'étais jeune et vous auriez mauvais moral parce qu'on change. Bon, alors, je vous montre 2 enfants. D'abord, est-ce que l'on voit dans le fond? Parce que si vous ne voyez pas, je ne montre rien. Oui, ça a l'air bon. On voit? D'accord. Alors, je vous montre 2 enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, mademoiselle, qui avez du mal à tenir votre tête. Ah, il y a plein de choses dedans, alors c'est sûr, c'est lourd. Alors, vous voyez ces 2 petits jeunes gens. Et puis, vous pouvez me regarder, moi aussi. Est-ce qu'on a l'air normal ou normaux? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, ben, je ne le saurais pas. Non. Alors là, vous avez absolument besoin de vos oreilles parce que je n'entends absolument rien. Je suis très sourde. Alors, vous avez dit quoi? Le premier, oui. Le premier lui semble normal. Ah bon, pas le second. Qu'est-ce que vous lui trouvez d'anormal? Non, mais peut-être, hein? Non. C'est peut-être moi aussi qui ai mal posé la question. Non, on a l'air de gens normaux.
Eh bien, si vous me trouvez normal, si monsieur, vous me trouvez normal? Oui, d'accord. Jeune homme, vous me trouvez normal? Oui, il n'a pas l'air d'être tellement sûr, mais... Oui, eh bien, vous avez tort, et j'ai tort parce que moi aussi je me trouve normal. Eh bien, nous avons tort parce que pour un monsieur qui s'appelait Hitler, nous n'étions pas des gens normaux. Et pourquoi nous n'étions pas des gens normaux? Parce que nous étions juifs. Hitler haïssait les juifs. Il voulait tuer tous les juifs d'Europe. C'est un peu pour ça que je viens dans tous les établissements parler. C'est pour que vous, quand vous m'aurez écouté pendant 4 heures, 5 heures peut-être, ou 6 heures peut-être, je ne vous vois pas lire, eh bien, vous vous apercevrez que la haine, c'est très, très dangereux. Et la haine, c'est un pied dans Auschwitz. Et Auschwitz, c'est épouvantable. Alors, Hitler déteste les Juifs. On est tout à fait normaux. Comment va-t-il nous reconnaître? Alors, en Allemagne, les Juifs, on les faisait promener avec des panneaux sur le poitrail qui disaient qu'ils étaient juifs. Les magasins, alors ça, en France aussi. En France, en zone occupée, parce que vous savez, vous vous rappelez peut-être que la France a été coupée en deux. Il y avait la zone occupée et la zone libre. Eh bien, en zone occupée, les magasins tenus par des Juifs avaient sur leur vitrine un panneau qui disait qu'ils étaient Juifs. Alors, il paraîtrait que si Hitler haïssait les Juifs, c'était parce que, c'est ce qui se dit, hein, c'est vrai ou c'est pas vrai, je crois plutôt que c'est peut-être pas vrai, mais enfin bon, ça pourrait. Il avait un grand-père qui était juif et qui était tellement sévère que du coup, il n'aimait pas les Juifs, il les haïssait. Il avait une nounou qu'il adorait et un beau jour, sans qu'il soit prévenu, eh ben, il n'y a plus de nounou. Elle était juive. Alors voilà une seconde raison de détester les Juifs. En fin de compte, j'aimerais bien demander maintenant aux personnes qui n'aiment pas les Juifs, pourquoi qu'ils ne les aiment pas. Est-ce que c'est leur grand-père? Est-ce que c'est leur grand-mère? Voilà. Alors, comment faire pour nous reconnaître, puisqu'il veut tuer tous les Juifs? Alors, vous avez vu qu'en Allemagne, on se promenait avec des panneaux. En France, ça ne va pas être le cas. En France, en zone occupée, il fallait aller se faire recenser dans les commissariats. Là, on y laissait nos noms, nos adresses, et on sortait de là avec, sur nos cartes d'identité, un gros tampon. Ben voilà, vous voulez travailler un peu? Alors, un gros tampon marqué, vous marquez juste, vous montrez que le tampon. Un gros tampon marqué juif. Où est, jeune homme? Oui, vous. Où est votre carte d'identité quand vous en avez une? Allez chez vous. Mademoiselle, en violet. Votre carte d'identité, où est-elle? Dans le portefeuille. Dans le portefeuille. Alors, exact, c'est vrai. Mais dans ces cas-là, à quoi ça sert d'avoir le tampon marqué juif si votre carte d'identité est dans votre poche ou chez vous? Donc, ils vont nous obliger à mettre sur nos vêtements une étoile en tissu jaune bordé de noir, et à l'intérieur, il y a marqué « juif ». On les a achetés. On les a achetés pas avec de l'argent. Mais vous savez peut-être pas, si vous avez des arrière-grands-parents, posez-leur des questions.
Vous savez, ils ne s'y connaissent pas en Internet ou dans vos engins à la mode, mais par contre, vous allez peut-être apprendre des choses que vous ne saviez pas. Eh bien, il y avait des tickets de textile, parce que tout ce qui se fabriquait en France partait en Allemagne. Donc, pour les Français, eh bien, on était contingentés. Il fallait donner des tickets pour avoir un maillot de sport, il fallait des tickets pour avoir une culotte, des tickets pour avoir des chaussettes. Ça, c'était les tickets de textile. Mais vous avez aussi les tickets d'alimentation. Donc, il a fallu donner des tickets pour avoir cette étoile. Alors, maintenant, ça y est, tout le monde va voir qu'on est juif. Et du coup, il va y avoir des lois qui vont être votées, et les juifs, eh bien, ils n'ont plus beaucoup de possibilités. Moi, je commence toujours, parce que quand on est jeune, on est égoïste, on pense plutôt à soi qu'aux autres. Eh bien, moi, j'adorais le sport. J'adorais aller sur un stade, faire de l'athlétisme, j'adorais aller à la piscine, j'adorais, eh bien, plus rien. On n'a plus le droit de faire de sport, on n'a plus le droit d'aller dans une salle de gym, on n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'aller au théâtre, on a le droit, pour ainsi dire, presque rien. Vous allez me dire, on peut tricher, c'est vrai qu'on peut tricher, mais attention, si on se fait prendre, ça peut coûter très cher. Alors on va quand même obéir, parce que mon père, lui, ne veut pas du tout quitter Paris. Il est très fier d'être né en France, à Paris. Il est très fier d'avoir fait la guerre de 14-18. Il est très fier d'avoir eu 6 filles. Il voulait un garçon. Alors il a eu 6 filles avant d'avoir le garçon. Je suis la plus jeune des filles. Et enfin, 7 ans après moi, un enfant vient au monde et c'est un garçon. Alors on est resté à 7 enfants. Mes sœurs aînées sont mariées avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40. Il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Mon père est rassurant. Nous, on ne craint rien. Nous, on est français. Nous, on ne craint rien. Alors, on va vivre avec ces restrictions jusqu'en 42. En 42, un monsieur vient nous voir. Il nous montre ses papiers, il travaille à la préfecture de police. Là, mon père s'inquiète un peu, parce que c'est vrai, on est juif, mais la préfecture, ça fait peur. Il n'a jamais rien eu à faire à la préfecture. Vous inquiétez pas, mais simplement, vous êtes dénoncé parce que vous êtes communiste. Vous connaissez les opinions politiques de vos parents. Moi, à l'époque, je ne les connaissais pas. Je savais bien que ça existait, le communisme, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas la télévision. Quand on faisait à table, on ne discutait pas. Ensuite, mon père n'a que des filles autour de lui, et des filles, ça ne vote pas à l'époque. Alors, il ne va pas discuter politique avec ses filles. En attendant, j'apprends qu'il est communiste. Mais par contre, on partageait l'appartement avec ma sœur aînée, son mari et son fils, le petit jeune homme que vous avez vu. Et eux, je ne les prenais pas pour des communistes, mais pour des résistants. Parce qu'il y avait des gens qui venaient, il y en a qui restaient, ils ne bougeaient pas de la maison pendant une journée, 2 jours. D'autres qui arrivaient le soir tard, qui partaient tôt le matin. Et ça me semblait bizarre. Je n'osais pas trop non plus questionner, mais pour moi, ma sœur aînée et son mari étaient résistants. Mais justement, c'est pour ça que Hitler avait peur des communistes, parce qu'il y avait beaucoup de communistes parmi les résistants. Et parmi les résistants, il y a les saboteurs, il y a ceux qui font des attentats, et surtout, ils avaient peur de leur propagande. Quand ils pouvaient en arrêter, ils ne se gênaient pas. Donc ce monsieur nous prévient, vous êtes juif et en plus vous êtes communiste, attention, attention, vous allez avoir du mal à passer inaperçu. Il nous conseille, si on peut naturellement, c'est de passer en zone libre. La zone libre, les juifs étaient quand même un peu moins surveillés. Je n'ai jamais vu
en zone libre, quelqu'un se promenait avec l'étoile. Et dans les magasins, je n'ai jamais vu en zone libre des magasins avec les vitrines qui indiquaient que j'étais juif. Donc, on va passer. Alors, comment passer la ligne de démarcation? C'est comme si c'était une frontière. Mademoiselle qui avait un petit pullover bleu, là. Ouais. Alors, quand on va dans un pays étranger, qu'est-ce que l'on fait? Passe par les frontières. Oui, d'accord. Mais pour passer une frontière, comment vous faites? Voilà. Il faut des papiers. Ben, les papiers, vous vous rappelez, il y a le tampon juif sur les cartes d'identité. Et quand on avait ce tampon juif, on n'avait pas le droit de quitter la région où on s'était fait recenser. Donc les cartes d'identité, elles ne vont pas servir. On va les brûler. On ne va pas les déchirer. Déchirer, ça les étrace. On va les brûler. Et on va faire des faux papiers. Et tant qu'à faire des faux papiers, on va prendre un nom de résonance bien française. On peut être étranger et ne pas être juif, mais certains noms étrangers pourraient à poser des questions. Alors, on va prendre un nom bien français. On a des amis, ils vont nous prêter leur nom, ils vont nous dire où est-ce qu'ils se sont fait baptiser, première communion, leurs parents mariés. On va avoir plusieurs adresses d'église. On ne veut pas, papa ne veut pas que l'on passe tous ensemble au même endroit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il va nous partager en 3 groupes, ou 4 groupes, je ne me rappelle plus. Et le point de ralliement va être Aix-les-Bains. On s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça s'est bien passé. Ça ne s'est pas bien passé, mais ça s'est bien terminé. Un groupe, mon père, ma mère, une sœur qui est de santé fragile, ont rendez-vous avec des cheminots. Ils vont aller à Lyon. À Lyon, ils vont descendre du train. Comme tous les voyageurs, ils ne peuvent pas quitter la gare, parce qu'ils ont rendez-vous à la descente du train avec un monsieur qui va les prendre en charge. Donc, ils arrivent à Lyon, ils descendent du train, les gens sortent de la gare, quittent le quai, sortent de la gare, 3 personnes restent sur le quai de la gare, 3 personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Ce monsieur qui devait les prendre en charge a eu un petit peu de retard, mais ils ont eu très, très, très peur. Nous, je dis nous parce que j'étais avec 2 de mes sœurs, on a rendez-vous au buffet de la gare à Angoulême. On arrive à Angoulême, le train, on va aller au buffet de la gare, le train qui nous a emmenés de Paris à Angoulême repart, et quand le train est parti, toutes les issues du buffet de la gare ont été surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, plus personne ne peut ni entrer ni en sortir, et contrôle de papier. On est là, c'est nous, on est interrogés. Vous êtes juif? Non, juif? Pas du tout. Mais si, il n'y a que les juifs qui vont en zone libre. Ben écoutez, peut-être qu'il y a des juifs qui vont en zone libre, mais nous, on n'est pas juifs. Si vous voulez contrôler, on a été baptisés ici, on a fait notre première communion ici, nos parents se sont mariés là, contrôlés, les églises, elles ne déménagent pas, ils nous ont gardés quelques jours en prison à Angoulême. Et puis au bout de ces quelques jours, ils nous ont reconvoqués, on a vérifié, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai s'ils ont vérifié ou pas? Moi j'en doute.
Mais de toute façon, on a bien vu que vous n'étiez pas juif, parce que rien qu'à votre façon de vous tenir, les juifs, ils sont les pleurnicheurs, les juifs ont peur, les gens, ils sont... On en a entendu sur les juifs, mais j'avais raison, j'avais raison. En attendant, nous, ils nous ont laissé partir, et maintenant, on va se retrouver tous à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ce n'est pas le but final. On veut aller à Avignon. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur a demandé de trouver quelque chose pour loger toute la famille. On veut être ensemble. La famille, on est 6 filles, ça fait beaucoup, les aînés sont mariés, donc on veut être tous ensemble. Ils vont nous trouver quelque chose, non pas à Avignon, mais à Montfavet, à côté d'Avignon, un monsieur qui a une grande propriété, il va nous louer tout son premier étage. Maintenant, c'était devenu un hôtel. Donc, on va vivre là chez lui pendant 3 mois. Mais papa est parti avec un petit peu d'argent, mais il faut travailler, on n'est pas en vacances. Alors, j'ai 2 sœurs qui sont secrétaires. Moi, je sors de l'école de commerce. J'ai un petit diplôme, mais je n'ai jamais travaillé. Toutes les 3, on cherche à Avignon. Ce n'est pas une ville industrielle, il n'y a rien. Mais on nous conseille d'aller voir, à côté d'Avignon, à Vedène, une grosse boîte de Paris, dès le début de la guerre, en 1939, a déménagé ses bureaux à Vedène. On y va, le chef du personnel, mes sœurs, oh là là, mesdemoiselles, mais n'attendez pas la semaine prochaine pour commencer, allez-y, demain. Mais vous, mademoiselle, une débutante, et vous n'avez même jamais travaillé, on n'a pas besoin de vous, on a les nôtres. Alors peut-être que j'avais la larme à l'œil, peut-être que ce brave chef de personnel a deviné quelque chose. Oh, on va vous garder, on vous trouvera bien du travail. Ça y est, on est 3 à travailler dans les bureaux. Mes sœurs faisaient les marchés. Mon père se renseigne à Avignon, est-ce que c'est possible, est-ce que ça existe? Mais naturellement que ça existe, mais naturellement que c'est possible, mais il vous faut des autorisations. Puis quand vous aurez l'autorisation, il vous faudra du matériel. Puis quand vous aurez du matériel, il faut aussi de la marchandise. Et quand vous aurez tout ça, tous les jours, de la gare d'Avignon, partent des cars qui amènent les forains. Tous les jours, c'était une autre ville. Cavaillon, Carpentras. Mes sœurs vont faire ça. Et on va rester comme ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée. Donc cette grosse boîte qui s'appelait Péchinet n'a pas de raison de rester. Ils veulent bien emmener leur personnel avec eux à Paris, mais nous, il y en a qui les ont suivis, mais nous, on ne peut pas. Donc nous, on va rester à Avignon. On va rester à Avignon, mais on ne va pas chercher des places dans les bureaux. On a eu du mal à en trouver. En 1942, en 1943, c'est pareil. J'ai un beau-frère qui a déjà commencé à faire les marchés. Dans les bureaux, on était 3. L'aîné des 3, c'est sa femme, eh bien, elle va faire les marchés avec lui. Et nous, les 2 plus jeunes, on ne va pas faire comme eux parce que c'est quand même assez fatigant. Le maire d'Avignon nous a procuré des places sur les remparts d'Avignon. Donc, tous les matins, on déballait, c'était toute la journée, et le soir, on revenait avec les invendus. À l'époque, maintenant, vous savez, quand on fait les marchés, vous avez des spécialités. Le marchand qui vend des culottes, des maillots de corps et tout, ne va pas vendre des clous. Le marchand qui vend des clous, il ne va pas vendre des robes. À l'époque, il n'y avait pas ces problèmes. Tout ce qu'on trouvait à acheter
pour vendre, bien on le faisait. Ça fait que sur les étalages, nous on vendait des clous, on vendait des bouches. Il y avait, Avignon c'est une ville agricole, il y a des vignes, eh bien on vendait des bouchons. Donc en 44, le 13 mars 44, c'est l'hiver encore, mais on est dans le midi. Et c'est le premier jour du soleil, il y en a même en plein hiver, mais il n'est pas chaud. Là, c'est vraiment le 13 mars, le premier jour où le soleil chauffe. C'est une très belle journée. Je suis à l'étalage avec ma sœur, mais aussi une cousine qui est venue nous rendre visite. Alors on est 3. Quand on était 2, celle qui est partie la première déjeuner, eh ben, le lendemain, elle partira à la seconde. Comme on est 3, ça ne va pas marcher, ça. Alors, qui va partir la première? Alors, toi, on tire au sort. Et le sort me désigne. Mais Ginette, elle est même beaucoup grassouillette. Elle veut toujours faire des régimes, mais elle n'a pas de volonté. Le 13 mars 44, tout est là pour qu'elle puisse rester à l'étalage sans manger. J'ai des réserves, je peux tenir le choc. Donc c'est ma sœur et ma cousine qui vont déjeuner. Elles reviennent au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Moi, je ne veux pas partir, moi, je ne veux pas aller déjeuner. Je veux rester. Oh, Ginette, t'as tort. Oh, Ginette, il y a ci. Oh, Ginette, il y a ça. Je suis gourmande, je suis une grosse mangeuse. Eh bien, tant pis, le régime, d'ailleurs, je l'ai fait, le régime après. Hein. Eh bien, je commence le régime plus tard et je vais à la maison. Je n'ai rien vu de bizarre, d'étonnant. Non, tout était normal. J'ouvre la porte de la maison, il y a 3 messieurs qui sont là. Il y en a un sur la droite, je le vois que de dos et de profil, mais habillé normalement. Je n'ai pas entendu le son de sa voix parce qu'il n'a pas parlé. Par contre, sur sa gauche, là, c'est pas pareil. Il y a 2 messieurs habillés de cuir et tout le monde connaît la Gestapo. Ils savent qu'ils font tellement peur à tout le monde que même en pleine canicule, ils gardent leur manteau de cuir et leur chapeau. La Gestapo est à la maison. Et devant eux, il y a mon père, 61 ans, et les 2 enfants que je vous ai montrés. Il n'y avait pas de cantine à l'époque. Et les enfants qui n'étaient pas très loin de leur habitation, eh bien, rentraient déjeuner le midi. Et ceux qui étaient loin, eh bien, emmenaient leur casse-croûte ou leur gamelle. L'établissement n'est pas très loin de chez nous. Les enfants venaient déjeuner tous les midis. Ils ne sont jamais retournés dans leur établissement scolaire. Et moi, je suis là maintenant. Qui a prononcé le mot juif? Est-ce que c'est papa qui m'a dit « on nous a dénoncés, on vient nous arrêter parce qu'on est juif » Est-ce que c'est la Gestapo qui a dit « on vient vous arrêter, vous êtes juif » Mais moi, le mot « juif », vous vous rappelez que quand j'étais sur la ligne de démarcation, on nous a dit aussi « vous êtes juif ». Et on a dit « mais non ». Et puis ils nous ont gardés en prison, et puis ils nous ont lâchés. Je crois que ça va être pareil. Mais non, on est... Ah non, là c'est pas pareil. Il y a 3 personnes du sexe masculin devant eux. Et la Gestapo est au courant des coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Ils ont emmené papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine, ils les ont fait déculottés, ils étaient circoncis. Ça veut dire que ceux qui nous ont dénoncés avaient raison. Immédiatement, ils nous ont poussés dans une traction. La traction, c'était la voiture de la Gestapo. On appelait ça des tractions avant. Ils nous ont poussés dans la première traction avant qui était là, mais j'ai le temps de voir derrière cette première traction un jeune homme qui est dans la celle qui est derrière.
depuis quelque temps, un jeune homme passait devant l'étalage. Je cherche une jeune fille. Ah, je vois une jeune fille là-bas dans le fond avec une chemise écossaise ou je ne sais pas quoi. Oui, vous? Oui. Alors, vous avez un jeune homme qui passe devant vous depuis 2-3 jours. Il vous fait des sourires, il vous regarde, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être que je lui plais. Voilà, exactement. Au moins, vous n'êtes pas menteuse. Parce que quand une petite jeune fille me dit « Oh, ben, je ne pense à rien », je lui dis « menteuse ». Nous, on est 3 jeunes filles. Et ce jeune homme passait devant l'étalage depuis 2-3 jours. Et bien, ce jeune homme, c'est celui qui était parmi la Gestapo. Je dis Gestapo, peut-être pas. Peut-être que c'était la milice, les Français qui aidaient les nazis à faire leur sale boulot. Eh bien, on les appelait des miliciens. Donc, quand j'ai vu ce jeune homme, j'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. Tout le temps de ma déportation, j'ai cru qu'elles étaient aussi déportées. Le camp de Birkenau est tellement, tellement, tellement grand que moi-même, je ne savais pas que c'était si grand que ça. Et on pouvait voir sa mère dans un coin, sa sœur dans un autre, et puis ne pas le savoir. Donc, on est le 13 mars 1944, on va coucher le soir dans la prison à Avignon, on est ensemble, et le lendemain matin, on nous réveille, on ne reste pas là. Il y a un car à la sortie de la prison d'Avignon. Il est déjà plein de juifs qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient fait du marché noir, parce qu'ils avaient été pris comme otages, parce qu'eux, ils avaient été comme nous dénoncés. Et ce car va nous emmener à Marseille, à la prison des Baumettes. À Marseille, là, je vais être séparée de mon père, de mon frère, de mon neveu. Moi, je vais aller dans une salle où ce n'est pas une cellule. Quand on s'est retrouvés, après, j'ai appris que les hommes étaient dans des cellules. Mon frère et mon neveu auraient pu venir avec moi. Ça aurait peut-être tout changé d'ailleurs, mais il y a 4 ans d'écart entre moi et mon neveu. Il n'a pas confiance en moi, alors qu'avec son grand-père, il sera rassuré. Donc, ils vont en prison ensemble. On va rester du 1er avril. On était arrêtés le 13 mars. On va rester jusqu'à fin mars. Et fin mars, ça y est, c'est le départ. Le départ pour Drancy. Tous les Juifs savaient que s'ils étaient arrêtés, c'était pour aller dans un camp de travail. Et que avant d'aller dans ce camp de travail, on fera un petit séjour à Drancy. On était tous au courant de ça, comme de bouche à oreille, on le savait. Donc, on va voyager dans un wagon normal. À l'époque, il y avait 3 classes, en 3e classe, naturellement, et on va arriver à Paris. À Paris, il y a les autobus qui sont là, à la gare de Lyon. L'autobus va nous emmener à Drancy. À Drancy, c'était un lieu, je ne sais pas si oui, un lieu un peu spécial. Le gouvernement de l'époque, le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes vivent en famille sur leur lieu de travail. Ils avaient commencé à construire des gratte-ciels. Et à la base de ces gratte-ciels, des espèces de bâtiments sur 2 étages, ils étaient en construction. Quand Hitler est arrivé, ce coin-là lui a parlé. C'est un peu excentré, c'est quand même Paris. Et les bâtiments qui n'étaient pas terminés, il va y mettre les fenêtres. Ce n'était que du ciment au plafond, les murs, le sol, que du ciment. Il va y rajouter les fenêtres et les premiers prisonniers de guerre vont arriver à Drancy.
Au bout de quelques mois, les prisonniers de guerre vont partir en Allemagne et les Juifs vont commencer à être arrêtés. Je n'ai pas un mauvais souvenir de Drancy. Je pourrais même dire que je n'ai que des bons souvenirs, mais attention, moi je suis arrivée en 1944. Ceux qui sont arrivés en 41, 42, 43 ne disent pas comme moi. Moi j'arrive, alors toute la journée, il n'y avait pas de travail, on se promenait. Par contre, le soir, il y avait un escalier pour les hommes, un escalier pour les femmes et les enfants, et même les couples n'étaient pas ensemble. Dans la journée, oui. Et alors, je ne me rappelle pas du tout s'il y avait des heures pour le réveil. Il y a des choses que je me rappelle et d'autres que je ne me rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'est que le premier jour, toute la journée, je suis restée avec mon père et je ne savais pas trop quoi lui dire. Cette journée m'a semblé interminable. Ça fait que le lendemain, quand ils ont demandé des bénévoles pour faire des corvées, je me suis présentée et j'ai été à la corvée de Cluche. Et là, j'ai retrouvé des jeunes. Et bien, quand on est jeune, vous savez, tout le monde connaît les mêmes chansons, on chahute, on blague. On était là pour, quand même, la corvée, c'était d'éplucher les légumes. Je ne sais pas, par contre, dans mes souvenirs, je ne vois pas mon frère et mon neveu se promener avec nous dans la cour. Et j'ai appris qu'il y avait des adultes alors, comment qu'on les distrayait? Un petit peu de mathématiques, un petit peu de français. Est-ce qu'on leur faisait des jeux? En tout cas, je n'ai jamais demandé et je ne sais pas. Nous, on va rester à Drancy. On est arrivé le 31 mars ou le 1er avril. On va quitter Drancy le 13 avril. Le 12 avril, on nous prévient, demain matin, c'est le départ, 6 heures du matin dans la cour de Drancy, avec vos bagages. Vous aurez le droit d'emmener chacun une couverture. 6 heures du matin. 6 heures du matin, on est dans la cour. Il y en a qui ont des bagages. Nous, on n'en a pas. On nous a arrêtés, on n'a pas dit prenez quelques vêtements. Et maintenant, alors, il y a un peu de bousculade. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait des camarades à Drancy, on veut être avec eux. Les autobus sont derrière la porte de Drancy. Peut-être qu'on va aller dans le camp de travail en autobus. Alors, tant qu'à faire, on veut être avec les amis qu'on s'est fait, mais surtout donc aussi la famille. Moi, je suis contente, j'ai les amis que je me suis fait et ma petite famille. Dans les autobus, est-ce qu'on est assis? Est-ce qu'on est debout? Là non plus, je ne me rappelle pas. Par contre, dans l'autobus, il y avait un gendarme français, un gendarme allemand et aussi comment on les appelle? Des sergents de ville. J'ai un trou, vous voyez, il y a des moments. Et le train l'autobus, les autobus vont nous arrêter devant une gare. Moi, j'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget. Non, j'ai appris que c'était la gare de Bobigny. Alors maintenant, c'est plus calme. Ce sont des hurlements, des commandements, parce que maintenant, on est aux mains de l'armée allemande. Alors, on marche pas assez vite, on nous pousse. Et maintenant, on est sur le quai de la gare. Et sur le quai de la gare, il y a un train. Il y a un train, tous les wagons sont comme ça. Les portes sont ouvertes et les wagons sont vides. La demoiselle qui est en gris, à côté de celle qui est en bleu. Voilà, vous tournez la tête. Vous êtes reconnu? D'accord. Vous avez un train devant vous et les wagons sont ouverts. Et puis vous voyez que dans ces wagons, il n'y a rien. À quoi pensez-vous? Comment? Pour voyager. Est-ce que quelqu'un pense la même chose?
Vous avez un train, oui, allez-y. Peut-être pour la marchandise. Voilà, exactement. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est un train de marchandises ou un train pour emmener des bestiaux, mais ce n'est pas un train pour les voyageurs. Il n'y a même pas une chaise, il n'y a pas un banc, il n'y a rien. On va nous faire rentrer dans ces wagons. Il faut faire vite, on nous pousse. Comment les personnes âgées sont rentrées dans ces wagons ça serait maintenant, je crois que je me rappellerai parce que j'aurais un mal fou à monter dans le wagon. Mais à l'époque, j'étais jeune, ça n'a pas provoqué de traumatisme de monter dans le wagon. J'ai dû sauter. Mais les pauvres femmes et les hommes, comment qu'ils ont fait, ben ça, je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'ils avaient mis des rampes. Il y a à Drancy un wagon qui est exposé, mais pour monter dedans, ils ont mis une rampe. Je ne crois pas que pour nous, ils avaient mis des rampes, donc je ne sais pas, peut-être que les jeunes ont aidé les vieux. En attendant maintenant, on est tous dans le wagon, on n'a pas le temps de s'installer parce qu'il faut fermer les portes. Il y a un bruit de verrou, on est verrouillé, et maintenant, on constate que nous, on est dans l'obscurité. Pas totale, mais notre wagon, on n'a pas de chance, on n'a pas de fenêtre. Certains wagons, vous avez sur les côtés des fenêtres. Les fenêtres, naturellement, sont grillagées ou avec des barreaux, mais ceux qui sont dans des wagons comme ça, ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit, ils ont eu de l'air. Nous, on est dans un wagon, les fenêtres sont... Il n'y a pas de fenêtres, ils sont comme celui-là. Je ne dis pas que c'est celui-là, mais ils sont comme ces wagons qu'on vous montre, c'est-à-dire il n'y a pas de fenêtre, l'air quand même et la lumière passent un tout petit peu par les planches qui ne sont pas très serrées, par la fenêtre, vous avez vu, il y a des fenêtres et puis il y a des volets, alors un peu suivis. Maintenant, ça y est, on s'est installé. Nous, dans notre wagon, on a tous été assis. Il y en a qui disent, une partie était debout, l'autre partie était assise, et on se relayait. Non, nous, on a réussi à être tous assis. Mais les jambes, il a fallu les placer, et je m'inquiétais, comment qu'on va faire si on veut se lever pour aller aux toilettes, on va se marcher sur les pieds, comment qu'on va faire quand on va s'arrêter et qu'il faudra descendre, ça va être la pagaille. Il n'y a pas eu tout ça. Hein. Et le train va démarrer, et est-ce que je me suis rendu compte qu'on a roulé pendant 3 jours, 3 nuits? Est-ce que je ne me suis pas rendu compte? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du tout, même de mon petit frère et de mon neveu, ni de mon père. Je me rappelle de tout ça. Je me rappelle que quand on est rentré dans le wagon, on avait, au départ de Drancy, de la marche, un paquet avec de la nourriture. Quand je parle de ça, mes camarades me disent « Tu rêves, il n'y avait pas de nourriture ». Moi, je sais que j'avais de la nourriture parce que mon petit frère, à peine rentré dans le wagon, me réclame déjà quelque chose à manger. Et moi, bêtement, Gilbert attend un peu le train, on ne sait pas combien de temps que ça va durer, alors on vient de déjeuner, attend un petit peu. J'aurais dû lui donner tout ce qu'il voulait. Alors donc, alors peut-être que pour les enfants, ils ont donné de la nourriture, ça se peut. Alors, le train va rouler, on dit 3 jours, 3 nuits, je répète 3 jours, 3 nuits. Le train s'arrête. Les portes vont être déverrouillées. Un moment que je n'oublierai jamais, super agréable. Un air froid, très froid, va pénétrer dans le wagon et en un rien de temps, cette mauvaise odeur, vous vous rendez pas compte, dans un wagon, on était combien? 600, 700 des personnes qui ne se sont pas lavées, des personnes qui ont fait leurs besoins sous eux. C'était une infection.
Et là, cet air froid qui a pénétré, en n'a rien de temps, ça a chassé tout ça. Mais en même temps, un homme ou des hommes ont sauté dans le wagon et nous ont poussés pour qu'on descende. Et en même temps, sur le quai, on entendait des hurlements. Moi, je ne parle pas un mot d'allemand. Il y en a qui parlent, c'est peut-être pas l'allemand, c'est le patois des Juifs des pays de l'Est, ça s'appelle le yiddish. Ça ressemble un petit peu, il y a des mots qui ressemblent. Donc, on me traduit les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont malades, les personnes qui ont du mal à marcher. On n'est pas dans le camp. Le train s'est arrêté en dehors du camp. Et voilà le lieu où le train s'est arrêté jusqu'au mois de mai 1944, c'est ça. Ça s'appelle la Judenrampe. On descendait des wagons, vous aviez à perte de vue, vous ne voyez absolument rien, que des champs, que des champs, que des champs. On va nous obliger à nous mettre en rang. Il va falloir se mettre... Alors pour l'instant, on est tous sur le sol. On s'occupe pas. On est tous sur le sol. Les hommes, les femmes, les enfants mélangés. Les ordres arrivent. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Et de nouveau des ordres, vous vous mettez 5 par 5. Et 5 par 5, on va passer devant ces messieurs. En n'a rien de temps, ils vont vous juger. Toi, t'es là et toi, t'es là. Avec moi, dans mon groupe, que des jeunes assez costauds. Il y en a des un peu plus jeunes que moi, il y en a des un petit peu plus vieilles que moi, mais quand même pas comme dans le groupe à côté. Alors, dans le groupe à côté, vous avez toutes les catégories des êtres humains. Vous avez des enfants, vous avez des femmes enceintes, vous avez des femmes avec des bébés, vous avez des personnes qui ont l'air d'être blessées. On va passer devant ces messieurs et ils vont nous trier. Dans mon groupe, on est très peu, on va partir à pied, puisqu'on est jeune, on peut partir à pied. Et les autres, on va les obliger. Il y en a qui veulent aller à pied. Non, vous ne partez pas à pied parce que ça va être trop dur, vous allez arriver fatigué, vous montez sur les canons. Je me rappelle d'un petit garçonnet, il avait une 12aine d'années, il est avec sa mère, il veut marcher avec sa mère, l'officier qui était devant, non, jeune homme, tu montes sur le camion. Mais la maman, mais pas la peine. Vous savez, il a 12 ans, il est habitué à marcher, on est des sportifs. Madame, vous êtes une bonne mère. Est-ce que vous voulez que votre fils arrive fatigué dans le camp? Mais vous n'avez pas rien à craindre. Vous allez tous vous retrouver dans le camp. Alors donc, le petit garçon s'est calmé, la maman s'est calmée, et il est monté sur le camion. Et nous, on va partir à pied. Et j'étais contente que papa et Gilbert m'aient écouté. Eux sont partis sur les camions. C'était fatigant. On rentrait dans la terre, il fallait faire des efforts pour mettre un pied l'un de l'autre. Et à un moment donné, on aperçoit de la fumée, des cheminées, une odeur un peu bizarre. Ben là, voilà mon usine. Vous vous rappelez, le camp de travail, l'usine ou les champs? Eh bien, l'usine, elle est là, et les champs, on est en train de les traverser. Et maintenant, on est dans le camp. Moi, je m'imaginais un camp avec quelques baraques et l'usine. Eh bien, l'usine, elle est là, je la vois. Excusez-moi. Mais quelques baraques, alors là, pas du tout. Alors, des baraques, est-ce qu'on va les voir? Voilà, voilà mes baraques. À perte de vue, à perte de vue. Des baraques, des baraques, des baraques. Bon, je me suis trompée.
un camp de travail, c'était pas comme je pensais. Mais ce qui me chiffonne, c'est que ces baraques, il y a un mur de barbelés qui entoure ces baraques. Et ces murs de barbelés, vous en avez à Clairvoy, où on voit les soldats qui sont dessus, et vous avez d'autres miradors où on aperçoit les silhouettes des soldats. Vous savez, on ne fait pas de touristes. Moi, je vois tout ça parce que je le vois en marchant. On ne s'est pas arrêté pour regarder. Non, il fallait marcher. Et maintenant, on est dans un bâtiment. Alors, ce bâtiment, c'est le seul qui est comme ça à Birkenau, en pierre. Sinon, briques ou bois. On va rentrer dans ce bâtiment. Il est partagé en différentes salles. Et on est dans une salle. Elle est vide, uniquement des tables, comme ça, là, vous voyez. Et par table, il y a 2 femmes. On est devant ces tables, il faut être en rang, il faut se remettre en rang, et on n'est pas bien rangé, et on a les pieds comme ci, on a les pieds comme ça. On nous pousse, on nous donne des coups de pied pour qu'on ait les pieds bien rangés. Et maintenant, ça y est, on est comme ils veulent, et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Alors, on enlève les manteaux, on enlève les vestes, schnell. Donc, ça veut dire qu'il faut enlever autre chose. Alors, on a des robes, on a des pulls verts, on a des jupes, schnell. On est en combinaison. À l'époque, toutes les femmes portaient des combinaisons. Eh bien, la combinaison, il faut l'enlever aussi. Alors, on est en culotte et en soutien-gorge. Eh bien, la culotte, le soutien-gorge, il faut l'enlever. Ils exigent de nous la nudité totale. C'est affreux pour moi. Je suis peut-être trop pudique, mais vraiment, je suis malade de honte d'être nue devant des dames que je ne connais pas. Il y avait peut-être des soldats, je ne les ai même pas vus. Donc, c'est pas pour ça que... Non, je suis devant des femmes, je ne les connais pas et on m'oblige à être nue. Alors, j'ai 2 mains, je cache mes seins, je cache le sexe. J'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Et ça y est, maintenant, de temps en temps, quand même, j'arrive à ouvrir les paupières et je croyais que tout le monde avait le même corps que moi. Moi, j'ai jamais vu de femme nue. Non, pas tout le monde. Il y en a qui ont dit les seins, le ventre. Et maintenant, c'est à mon tour d'être devant la table où il y a ces 2 femmes. Il y en a une, elle a un registre. Alors, est-ce que c'est moi qui ai écrit mon nom? Est-ce que c'est elle qui l'a écrit? Je ne m'en souviens pas. L'autre à côté prend mon bras, du coup je suis complètement nue, je cache rien, et sur mon bras, elle me met un numéro. J'ai l'habitude de dire un beau numéro parce que la personne qui m'a tatoué était à droite. Je ne parle pas de politique. Tous les chiffres sont de la même grandeur, de la même couleur. Pourquoi la même couleur? C'est parce que c'est une aiguille trempée dans de l'encre. Alors, si il n'y a plus d'encre sur l'aiguille, eh bien, on verra presque pas les chiffres. On verra les petits points qu'a laissé l'aiguille, mais on verra presque pas les chiffres. Par contre, si, comme le mien, il y avait de l'encre, elle a pu faire tout mon numéro et tous les chiffres sont de la même couleur, de la même grandeur et du même écartement. C'est pas ça, pour tout le monde, c'est pas comme ça. Hein. J'ai des amis, elles ont tout l'avant-bras qui est couvert de chiffres qui se baladent un peu partout. Où les chiffres sont... Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont un peu plus petits, il y en a qui sont bien tatoués, d'autres qui le sont moins. Moi, j'ai un beau numéro, merci madame. Et maintenant, on a été tatoués.
Alors, on nous emmène dans une autre salle. Vous avez des femmes debout, derrière un tabouret. À tour de rôle, on va s'asseoir sur ce tabouret. Et là encore, quelque chose d'affreux. On va vous enlever les poils du sexe. Est-ce que vous voyez le tableau? Même les garçons, vous savez. Moi, j'ai parlé à un monsieur. Eh bien, il était affreusement gêné de se faire raser devant des messieurs qui étaient plus vieux que lui, plus jeunes que lui. C'est ce qu'ils voulaient, les nazis. Ils voulaient nous tuer, mais comme ils ne voulaient pas tuer quand même tout le monde, parce qu'ils avaient besoin de travailleurs, eh bien, ceux qui ne les tuaient pas, ils les humiliaient. Donc, ça y est, maintenant, on est tatoué, on n'a plus de cheveux, on n'a plus de poils, on nous parle de douche, alors on est contente, la douche, vous vous rendez compte, quel plaisir. Dans les trains, on ne s'est pas lavé pendant 3 jours, et puis là, maintenant, les cheveux, les poils, alors on est contente. On va dans une salle de douche, il y a des douches au plafond, et on nous met 4-5 sous une pomme de douche, pas d'eau. Elle coule pas. Toujours rien. Ça y est, elle commence à couler. Elle est glacée. Tout le monde hurle. Et à peine qu'on a fini de hurler, que maintenant, elle est brûlante. Alors tout le monde hurle. Et on n'est même pas mouillé, parce qu'on est 4-5. Eh bien, ils nous chassent dans une salle qui est à côté. Qu'est-ce que... Jeune homme, oui, là, toi... Hein? Quand tu as pris une douche, qu'est-ce que tu fais? Après la douche, oui. Il se sèche. D'accord, c'est vrai. Mais avec quoi? Ben voilà. Donc nous, on prend une douche, on ne sait pas laver, mais on a un petit peu humide, alors, eh ben il n'y en a pas. On est dans une salle. On cherche la serviette, il n'y en a pas. Seulement, toutes les fenêtres sont cassées, ça fait des courants d'air, donc on sèche comme ça. Et pendant qu'on s'attendait que tout le monde a pris la douche qui n'en était pas, il y a des gens qui ont parlé. Elles ont interrogé les personnes qui étaient là, Alors, vous êtes là depuis longtemps, vous allez pouvoir nous renseigner. Les personnes qui sont montées sur les camions, quand est-ce qu'on va les voir? Les officiers nous ont dit, vous inquiétez pas, vous allez tous vous retrouver dans le camp. Eh bien, on est dans le camp, quand est-ce qu'on va les voir? Et ces femmes qui sont là depuis 1 an, depuis 2 ans, ne sont plus des êtres humains. On n'est plus des êtres humains quand on est dans un endroit comme ça. Alors qu'ils auraient pu s'y prendre différemment pour nous le dire, mais vous ne les reverrez pas. Comment ça, qu'on les reverra? Non, vous ne les reverrez pas. La fumée, l'odeur, c'est l'usine. Non, ce n'est pas l'usine. On apprend que tous ceux qui étaient sur les camions n'ont pas mis un pied sur le sol. On les a emmenés, on les a assassinés, et cette odeur que l'on prenait pour des produits chimiques, eh bien, c'est leur corps qui brûle. On l'a su tout de suite, mais naturellement, on ne pouvait pas croire ça. C'était pas possible de croire des choses comme ça. Papa Gilbert, quand je leur ai dit de monter sur les camions, c'était pas pour mourir, c'était pour qu'ils ne soient pas fatigués. Et ce petit garçon qui voulait pas monter sur les camions, s'il voulait marcher, ça veut dire qu'il n'était pas malade. Voilà. Ils ont assassiné des bébés, des enfants, des personnes âgées, uniquement parce qu'ils étaient. Ils n'ont rien fait que de naître juifs. Alors maintenant, ça y est, on va nous habiller. Comment vous voyez, il y a quelqu'un dans le fond, là-bas, à gauche, habillé avec du rouge. Oui, voilà, c'est vous. Alors, oui, c'est vous. Alors, comment vous voyez les déportés habillés? Ils sont habillés avec des sortes de pyjamas rayés.
J'ai pas entendu. Hein. Des pyjamas rayés. Des pyjamas rayés. Est-ce que quelqu'un voit des déportés habillés autrement? On ne va pas perdre trop de temps. Alors, les pyjamas rayés, très bien. Mais pas pour les Juifs. Les Juifs n'avaient pas le droit aux vêtements rayés. Ceux qui ont été arrêtés parce qu'elles avaient fait du marché noir, parce que les non-juives, oui, elles ont eu droit aux vêtements rayés. Les Juifs, on va être habillés avec les vêtements que les déportés ont pris avec eux quand on les a arrêtés. Vous vous rappelez, dans les wagons, on n'a pas eu le droit de sortir les valises ou les paquets qu'on avait. Ces paquets, ces valises ont été pris par un commando. Un commando, c'est un groupe de travail, et ce commando s'appelle le Canada. Alors, ce commando du Canada, c'est eux qui étaient chargés de sortir les bagages des wagons. Ils les emmenaient dans un coin du camp de Birkenau, et là, vous aviez des personnes du Canada aussi qui les triaient. Tout ce qui était bien partait en Allemagne, et ce qui était moins bien, pour habiller les Juifs, eh ben, c'était largement suffisant. On n'a jamais eu d'affaires déchirées, mais des affaires qui ont servi et resservi à des taches suspectes, des taches de sang, des taches de graisse, des fanées parce que ça n'avait plus de couleur tellement ça avait été porté et lavé. Les vêtements aussi, les personnes qui nous distribuaient les vêtements avaient été humaines. Elles auraient regardé, tiens, j'ai cette robe-là, elle va lui être trop grande ou elle va lui être trop petite. Mais non, on n'est plus des êtres humains là-dedans. Alors donc, elles s'en foutaient complètement et elles nous jetaient les affaires. Vous savez que là, quand on s'est habillé, les jeunes, on a eu un moment où on a ri. Les vêtements ne nous allaient pas, il y en a qui étaient trop petits, d'autres qui étaient trop grands. On n'avait plus de cheveux, on ne se reconnaissait même pas. J'étais avec un petit groupe d'amis que j'avais fait à Drancy, on a ri. C'est vrai, je ne dis peut-être pas qu'on a ri aux éclats, à se tordre de rire, mais on était tellement moches, on ne se reconnaissait plus. Alors maintenant, ça y est, on est habillés et on n'a pas encore été aux toilettes. Et ça commence à presser. Dans les wagons, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un seau qu'on appelait une tinette, et quand le seau a commencé à se remplir, les personnes qui étaient assises à côté ne voulaient plus qu'on s'en approche. Elles recevaient des éclaboussures chaque fois qu'il y avait des petites secousses, et comme le train ne s'arrêtait pas, donc il y en a qui ont fait leurs besoins sous eux, et même de toute façon, même si on n'avait pas besoin de ces besoins, on a tendance à presser, alors on nous emmène dans une baraque. Comment qu'on voit des toilettes? Des petits coins isolés, chacun fait ce qu'il a à faire, et puis il y a une porte où il y a des rideaux, mais de toute façon, c'est isolé. Je suppose que vous pensez comme moi. Eh bien, voilà ce qu'on découvre. On découvre un socle, comme ça, voyez. Voilà, imaginez que cette table traverse la salle, et cette salle, elle est percée de trous. Et les femmes sont là, côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins. Pour moi, c'est le comble de la haine, ça. Ou comment ces hommes ou ces femmes, qu'on a dit musiciens, peintres, artistes, comment ces hommes ont-ils pu, par haine, avoir l'idée de faire ça? Moi, quand je vais dans le camp avec les personnes, je veux absolument montrer cette ça. Pour moi, je vous dis, c'est le comble de la haine. Alors maintenant, ça y est, on va s'asseoir. Il y a encore des personnes qui étaient là, elles ne sont pas complètement quittées la baraque. Je vois dans mon point de mire une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle urine dans ses mains et elle essuie ses fesses avec ses urines. Ah! Elle a le droit à tous les noms d'oiseaux. Quelle horreur, quelle horreur!
eh bien, j'ai eu l'explication. Nous, quand on est arrivé dans le camp, on était sauvés. Vous vous rappelez qu'il y avait la sélection. Ceux qui n'ont pas été, ceux qui ne sont pas partis à pied, sont partis sur les camions, et les camions, c'était l'assassinat. Donc, cette femme qui était en train de se laver les fesses avec ses urines, elle essayait de se sauver la vie. Parce que quand on est rentré dans le camp, on a supporté, on n'a pas été sélectionné pour la mort, on pense qu'on est sauvé. Mais non, on n'est pas sauvé. Parce qu'une fois dans le camp, il y a encore des sélections. Et là, c'est encore pire. Parce que la première fois, la sélection, vous ne savez pas ce que c'est. On vous dit que vous allez prendre une douche, vous croyez que vous allez prendre une douche. Tandis que ceux qui sont là, qui vont être pris dans une sélection, ceux-là savent que c'est pour y mourir. Tout le monde connaît les chambres à gaz, leur existence. Donc, cette femme qui se lavait les fesses avec ses urines, c'était pour se sauver la vie. Quand il y avait une sélection, quand on était dans le camp, c'est pas pareil que quand on est arrivé. Ils veulent garder vivants les personnes qui peuvent travailler. Donc, quand ils avaient devant eux des femmes qui étaient très, 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 très maigres, eh bien, naturellement, des femmes comme ça, elles sont trop fatiguées. Elles ne pourront jamais travailler comme ils veulent. Alors déjà, celle-là, c'est la chambre à gaz. Ça se voit tout de suite, elles sont très maigres. Il y a même un surnom qu'on leur donne. Mais par contre, les autres, eh bien, d'apparence, elles ont l'air d'être bien. Mais comme il faut de la place pour faire rentrer les déportés qui vont arriver, quand elles arrivent, les déportés, elles sont en pleine forme encore. Donc, ils vont les faire tourner. Ils nous faisaient tourner comme ça. Ils ne nous touchaient pas avec leur canne ou leur slag. On tournait devant eux, pas vite, lentement. Ah, elle a une plaie. Et si elle a une plaie, ça lui fait mal. Si ça a mal, donc cette femme qui se lavait les fesses avec ses urines, dans le camp de Birkenau, c'était la crasse pour tout le monde. On ne se lavait pas. Donc, la moindre petite griffe devenait une plaie affreuse. Mais par contre, il était dit que dans les urines, il y a de l'ammoniac, que l'ammoniac cautérise les plaies superficielles. Eh bien, cette femme qui craignait d'avoir une plaie affreuse qui l'emmènerait à la mort, eh bien, avec ses urines, elle essayait de désinfecter sa petite griffe. Il y avait à côté d'elle une autre personne qui était très, très, très maigre. Je voyais les os de son bassin. Ça me rappelait une planche d'anatomie quand j'étais en sciences naturelles. Eh bien, cette femme très, très, très maigre, elles avaient des surnoms aussi. Eh bien, dès qu'elles étaient nues, ces pauvres femmes, elles savaient qu'elles allaient directement à la chambre à gaz. Quand une femme est très squelettique comme ça, eh bien, naturellement, les nazis, elle ne peut pas travailler, elle est trop faible. Allez, chambre. C'est pour ça qu'on avait toujours peur. À Birkenau, on a toujours peur de la mort. J'ai eu la chance. Alors, au début, on est dans un camp, on appelle ça la quarantaine. C'est pour nous apprendre ce que c'est qu'être dans un camp d'extermination. On l'apprend tout de suite, je peux vous le garantir. Et puis, un mois après, peut-être même pas un mois, peut-être quelques jours après, 15 jours après, on va changer d'endroit et le camp de quarantaine, c'est le lager A et le camp de travail, c'est le lager B. Et quand on est dans le lager B, en principe, on ne change plus de travail. Je dis en principe parce que quelquefois, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un que vous avez connu et qui a une place plus intéressante que la vôtre. Il pourra peut-être quelquefois vous prendre avec lui et quand même, ça sera plus agréable. Moi, j'ai toujours été faire le même travail. Ça s'appelait le
commando, ou au Seine commando, je ne sais plus très bien comment on dit. J'ai cassé des pierres pour faire des routes, j'ai fait des routes, j'ai creusé des fossés, vous vous rappelez, quand on arrivait, on descendait des trains et on était sur la Judenrampe. Et bien maintenant, grâce à mon travail et à celui de mes camarades qui étaient dans le même commando, on a installé les rails qui amenaient les trains jusqu'au pied des chambres à gaz. Bon, ben, les rails, il faut toute une préparation, il faut des petites pierres, il faut des pierres, il faut des poutres, tout ça, on l'a fait. Et le pire, ça a été de placer les rails, parce que quand il fait froid, vous avez les mains qui collent sur l'acier, et quand il fait chaud, vous avez les rails qui vous brûlent les mains. J'ai eu la chance de quitter Birkenau en novembre 1944. Je ne suis pas au travail, parce que je me suis caché, ça aurait pu me coûter très 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 cher, ça a été ma chance. Je ne suis pas au travail, on me retrouve, je reçois la dérouillée que je craignais toujours de recevoir, eh bien je l'ai reçue cette fois-ci, et on me met quand même au travail. Et je suis au dernier rang, alors on était toujours 5 par 5, on est les 5 derniers rangs du commando. On passe devant ces messieurs les officiers pour aller au travail. On est de trop. Le dernier rang, on retourne. Alors quand on retourne dans le camp, ne croyez pas que c'est pour dormir ou c'est... Non, on va rester debout toute la journée jusqu'au soir et on rentrera avec ceux qui ont été travaillés. On commence déjà à se préparer à rester debout, on a déjà passé la matinée, un grand hurlement des haut-parleurs, les personnes qui ne sont pas au travail doivent se retrouver à l'endroit où les trains maintenant arrivent. On a toute peur, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça c'est la mort. Tant qu'à faire de mourir, moi je veux mourir avec mes camarades françaises, j'étais pas avec des Françaises, je me faufile, on n'a pas le droit, mais je le fais quand même, et je suis avec les Françaises. Je veux bien mourir, mais avec des Françaises. Eh bien, c'était pas mourir avec des Françaises. Il y avait un train qui avait amené les Hongrois dans la nuit, eh bien, on a pris ce même train, on a voyagé 3 jours, 3 nuits, sans boisson, sans rien du tout, et on est arrivé dans un nouveau camp qui s'appelait Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration. Terminé, plus de chambre à gaz. On n'aura plus à avoir peur de partir en fumée. Mais par contre, ça n'empêchera pas de mourir. Mais par contre, c'est la mort parce qu'on est malade, parce qu'on a attrapé des maladies. Il y a eu une épidémie de typhus qui a tué beaucoup de monde. Et en février 1945, à Bergen-Belsen, j'ai la chance de tomber sur des dirigeants d'usines qui ont besoin de personnel. Les nazis perdaient la guerre. Tous ceux qui étaient capables de tenir un fusil étaient sur le front, mais il fallait faire tourner les usines. Alors, ils ont pris les déportés. Je suis bonne pour aller travailler en usine. On va aller dans une usine à côté de Leipzig qui travaillait pour l'aviation. Alors là, on a trouvé les baraques, comme je pensais, un petit camp de travail, des baraques, l'usine à côté, et là, au moins, ce sont des baraques humaines. C'est les mêmes baraques qu'à Birkenau, mais à Birkenau, on dormait à 6 dans un petit réduit comme un niche à lapin. Ces niches à lapin, ça s'appelait des koyas. Tiens, livre là. On dormait à 6 là-dedans. Il y en avait 3 dans le fond, il y en avait 3 au bord. Là, on va avoir des petites chambrées. Figurez-vous que dans ces chambrées, on a même trouvé des lits. C'était miraculeux. Enfin, on a pu dormir tout seul
naturellement, il n'y a pas de drap, mais au moins chacun avait sa couverture, chacune avait son lit, et même dans cette salle, dans le fond de cette salle, il y avait un bassin, un gros lavabo, si vous voulez, avec quelques becs où il y avait de l'eau. C'était extraordinaire, on a pu se laver et tout. Mais on est resté à Bergen-Belsen jusqu'en avril, en avril 45. En avril 45, l'équipe de jour allait travailler, l'équipe de nuit rentrait du travail. Les deux équipes sont bloquées, terminées, plus de travail en usine. Les Anglais approchant, ils vont nous faire partir en train, nous sommes toujours partis en train, dans un autre endroit. Alors là, ça a été le train de la mort. C'était pas la marche de la mort, ça a été le train de la mort. Dans ces wagons, on était entassés, comme toujours, 60, 70, pas un brin de paille, pas une goutte d'eau. Pendant 8 jours, je dis 8 jours, c'est peut-être 6, c'est peut-être 10, pas un brin de nourriture. Il y avait des alertes, le train s'arrêtait, les soldats allaient se mettre à l'abri, nous on restait sur les voies de garage. Ça a été affreux. Dans les camarades qui mouraient les unes après les autres, il y en a qui ne voulaient pas accepter d'avoir une morte à côté d'eux. Elles étaient très, 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 très faibles, mais elles arrivaient quand même à les traîner jusqu'à un endroit où les corps s'entassaient. À côté de moi, il y a une dame. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais au début, elle est bien, elle se tient bien, et puis à un moment donné, elle me tombe sur l'épaule. Alors, elle devait dormir, alors je la redresse, elle tient 3-4 secondes, et hop, que je te retombe sur l'épaule. À la fin, ça m'énerve un peu, elle réveille-toi, parce que, ben non, elle ne pouvait pas se réveiller, elle était morte. Eh bien, j'ai gardé cette morte, mais je ne pourrais pas vous dire combien de temps, parce que à partir de ce moment-là, je n'ai plus réalisé, j'étais malade moi-même, et donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tous les cas, elle reste à côté de moi, et on s'est retrouvés dans un nouveau camp qui s'appelle Theresienstadt. Alors, Theresienstadt, on a appris que c'était un camp modèle. Quand la Croix-Rouge suisse voulait voir comment les nazis s'occupaient de leurs prisonniers déportés, ils les emmenaient là. Et il y avait tout un cinéma qui était prêt. On leur montrait une salle de musique, on leur montrait une salle de sport. Celles qui leur montraient, elles étaient habillées correctement, gentiment. Et la Croix-Rouge disait, bah, ça va, on les tient bien, et elles repartaient. Je suis à l'hôpital avec une autre Française. On apprend qu'un camion va partir pour rapatrier les Françaises qui sont encore là. On se retrouve dans ce camion, on va dormir dans un château en cours de route. Le lendemain matin, on reprend ce camion et qui va nous emmener à l'aéroport de Tilsen ou Pilsen, à côté de Prague. Là, je fais le baptême de l'air. Je suis ficelé sur une civière, c'est pas un wagon voyageur, c'est pas un avion voyageur, c'est un avion sanitaire. On va arriver à Lyon, on atterrit à Lyon, on nous emmène dans un centre d'accueil, il faut répondre aux questions, plusieurs fois les mêmes questions pour voir si on est vraiment déporté. Et puis ça y est maintenant, ils se sont rendus compte que j'étais vraiment une déportée, et prévenez vos familles. Mais moi, je n'ai pas de famille. Ma famille a été arrêtée. Je ne les ai pas vus à Birkenau, parce que c'est très, très, très grand. Mais on a été dénoncés, donc tout le monde a été arrêté. Et donc j'attends dans ce centre d'accueil
qu'on emmène à l'hôpital, puisque je ne sais pas où aller, ou à Paris, ou à Avignon, mais j'ai pas de force. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Alors, on me propose l'hôpital à Lyon, je suis d'accord, et j'attends qu'on m'y amène. Les gens venaient nous voir avec des bonbons, avec des pâtisseries, avec des photos. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que... Une dame s'arrête devant moi. Je crois qu'elle va me donner quelque chose ou qu'elle va me montrer quelque chose. Elle s'arrête. Mais t'es une fille Cherkassky, toi? Oui, je me rappelais de mon nom. Je m'appelais Cherkassky. Eh ben oui. Et elle m'apprend que ma mère et mes sœurs n'ont pas été arrêtées et même elles ont récupéré l'appartement que nous avions à Paris. Ben, naturellement, l'hôpital m'attend encore. Il fallait toute une nuit pour aller de Lyon à Paris. À l'époque, je prends un train, j'arrive à Paris. Moi, je veux aller chez moi tout de suite. Non, pas le droit. Il faut aller dans un très grand centre d'accueil qui a été... ce centre d'accueil, c'est un grand hôtel de luxe parisien, c'est l'hôtel Lutetia, transformé en centre d'accueil. Là encore, il faut répondre aux questions, et encore les questions, et puis ça y est, les questions correspondent bien entre elles, c'est les mêmes, alors vraiment, j'ai été déportée. Mais mes sœurs, que j'avais prévenues à Lyon que j'étais vivante, qu'elles viennent me chercher, ne sont pas là, eh bien, je prends un autobus qui m'amène dans mon quartier, je descends, je reconnais la rue, elle a changé de nom, avant elle s'appelait la rue d'Angoulême et maintenant c'est le nom d'un résistant, rue Jean-Pierre Timbaud. J'arrive devant la maison, les portes cochères à l'époque étaient toujours ouvertes, il n'y avait pas besoin de code, et je rentre dans l'immeuble. C'est la concierge, la même qui était là il y a 3 ans. Elle croit me reconnaître. « Ah, Gilbert !» Gilbert aurait eu 13 ans et demi. Moi, j'en avais 20 passés. Elle m'a pris pour lui parce que, naturellement, j'avais plus de cheveux, et j'étais très, très, très maigre. J'étais en tenue d'hôpital, c'est-à-dire en pyjama, et on m'avait mis sur le dos, ça je ne sais pas pourquoi, une veste de soldat. Donc elle m'a pris pour mon frère. Non, je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette. Ben, ta mère est là-haut. Je monte, je sonne, ma mère m'ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, je n'ai pas pleuré. Moi, je ne sais plus pleurer. Mais par contre, ma mère, je ne sais pas. Je ne sais pas. La surprise peut-être... Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Donc, et ma mère n'allait pas au cinéma pour voir les actualités. Et ma mère était illettrée, donc elle ne prenait même pas les journaux. Alors donc, elle est surprise peut-être d'avoir un sac d'os dans les mains, dans les bras. Elle m'amène sur le canapé qui est dans le fond de la pièce. Elle est en train de me dire, demain, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Vous vous rappelez, papa, Gilbert, dès qu'on est arrivé, je leur ai dit de monter sur les camions, et de monter sur les camions, c'était l'assassinat par les gaz. Donc, mais non, maman, tu verras pas papa et Gilbert, on les a gazés, on a brûlé leur corps. Voilà comment que j'ai appris à ma mère que son mari et son fils ont été assassinés. Et quelle façon! J'ai jamais eu de remords. Pendant des années, j'ai vécu avec maman. Jamais elle ne m'a fait un mot de reproche en me disant « t'as été tellement dur quand t'es arrivé ». Et puis moi, je ne me suis pas excusée non plus. J'estimais que j'avais rendu service à maman en lui apprenant qu'ils étaient morts tout de suite. Comme ça, elle ne les attendait pas pour rien. Et elle meurt au bout de 8 ans de vie ensemble. Je reste 1 an ou 2 toute seule. Je rencontre un jeune homme, on se plaît, on se marie, et 1 an ou 1 an et demi après, un bébé arrive. Et c'est quand j'ai eu mon fils que les remords me sont tombés dessus. Bon, voilà.
Bah, écoutez, je vous ai raconté mon histoire grosso modo parce qu'il y aurait plein de choses à dire. En attendant que si vous avez écouté, tout ce que vous avez écouté, c'est ce qui est arrivé en pire. Et surtout, n'oubliez pas que c'est la haine qui a poussé les nazis à faire ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que je vous ai dit au début, attention, la haine, c'est Auschwitz. Tout ce que vous pouvez entendre des déportés, il y a des fois, oh là, ils exagèrent un peu peut-être, mais non, on n'exagère pas. Les nazis, leur haine était tellement forte, ils ne savaient pas quoi inventer pour nous martyriser. Alors je vous écoute. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'espère. Première question. Où est-ce qu'elles sont les questions? Il y en aurait une ici. Est-ce qu'on a une... Alors, les questions... Alors, il y a un micro pour les questions. Voilà, il y a un micro pour les questions. D'accord. Alors, les questions. Oui. Qui... Allez, mademoiselle. Y a-t-il eu des relations amicales au sein du camp? J'ai pas entendu. Y a-t-il eu des relations amicales au sein du camp? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre. Parce que je répondrai que pour moi. Et moi, je dirais qu'il n'y en a pas eu. Alors que pour moi, il n'y en a pas eu, mais il y a d'autres personnes qui ont eu lieu de... Je ne sais pas, justement, hier soir, on m'a téléphoné, regarde la 5. C'était des déportés qui racontaient chacun leur déportation. Et il y en a une aussi qui a dit, oui, je me suis fait des amis pour la vie. Eh bien, moi, je ne me suis pas fait des amis. Je pourrais même dire que vous vous rappelez, à Birkenau, on dormait dans des niches, dans les koyas, ça s'appelle. Les koyas, c'était des niches. On dormait à 6 dans une niche. J'ai dormi pendant minimum 6 mois à Birkenau, avec les mêmes personnes. Et il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je ne me rappelle même pas qui elles étaient. Ni leur prénom, ni leur visage, alors que je suis restée. Et quand je me suis rendu compte de ça, il n'y a pas longtemps, hein, il y a peut-être 2-3 ans seulement, et j'ai tout de suite posé les questions à une camarade qui a dit, elle a réfléchi, ben oui, ben moi non plus. Par contre, oui, il y en a qui se sont rappelés. Ça dépendait peut-être du travail que l'on faisait, peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a des choses que je ne peux pas répondre parce que je réponds pour moi, alors que peut-être, il y en a d'autres qui ont trouvé des personnes qui les ont aidés. La solidarité, moi, je ne l'ai pas connue, mais il y en a qui l'ont connue. Par contre, je ne l'ai pas connue parce que pour moi, la solidarité, c'était la nourriture. Quelqu'un qui donne un peu de sa ration à quelqu'un d'autre, ça, je trouve ça admirable parce que c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais fait. Et puis ensuite, on avait tellement faim et on avait tellement peu de nourriture que je sais même pas. Et je crois que j'ai raison. Une mère n'a jamais aidé sa fille, ni une fille n'a jamais aidé sa mère en se privant de nourriture. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, je veux bien le croire. Mais après, je suis persuadée que ce n'est pas possible. On a trop faim. Là, comment avez-vous trouvé la force de témoigner?
Comment avez-vous trouvé la force de témoigner? Je n'ai pas témoigné tout de suite. Hein. Quand j'ai été libérée, j'étais très malade, j'étais à Theresienstadt, j'apprends que la guerre est finie. Tout de suite, je me suis promis de ne jamais parler de cette période pour embêter les gens à rabâcher toujours la même chose. Et j'ai tenu parole, j'en ai jamais parlé à personne. Moi, j'ai appris par mes neveux, par mes nièces, que mes sœurs ont toujours regretté que je ne leur parle pas de cette période-là. Mais comment voulez-vous parler de cette période-là à quelqu'un, des cousins, des oncles, des sœurs, des neveux ne sont pas rentrés et on ne sait pas comment ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts gazés? Est-ce qu'ils sont morts sous les coups? Est-ce qu'ils sont morts de faim? Alors, moi, je trouve que c'est terrible, terrible de se l'imaginer. Alors, non, j'en ai jamais parlé. Et encore maintenant, je ne parle jamais de ça à ma famille, à mes amis. Tout le monde est au courant maintenant, il y a des livres, il y a des films. Hier soir, il y avait justement 3 déportées qui discutaient entre elles. Elles donnaient beaucoup de détails, et c'était... Donc, j'ai jamais... Et je continue. Encore maintenant, je parle aux élèves, mais pas à ma famille. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais même pas expliquer pourquoi. Moi, je suis gênée de raconter ça à ma famille, je ne veux pas qu'on me plaigne. Vous, je ne vous connais pas, c'est pas pareil. Et voilà. Souvent, je dis c'est comme ça, parce que je ne sais pas répondre. Quelles étaient les règles les plus difficiles? Quelles étaient les règles les plus difficiles? Tout, mademoiselle. Monsieur, jeune homme. Dans un camp comme Birkenau, qui est un camp d'extermination, il n'y avait rien de doux, il n'y avait rien que de la méchanceté, que des coups, que de la saleté. Et même les déportés devenaient comme ça aussi. Vous avez déjà vu Hitler? Comment? Non, il demande si vous avez déjà vu Hitler? Oui, je l'ai vu au cinéma, aux actualités. Vous savez, les gens, tous ceux qui ont des titres comme ça ne vont pas se salir à aller dans les camps. Quel métier avez-vous fait après cette guerre? Quel métier avez-vous fait après cette guerre? Ah ben moi, j'avais appris à être dehors par tous les temps, le froid. Vous savez, là-bas, c'est des pays sibériens, les températures, l'hiver, moins 15, moins 20, c'est vraiment... Alors donc, j'ai appris à supporter le froid, j'ai appris à supporter la grosse chaleur, parce que l'été, c'était... plus 40, il fallait travailler quand même. Et ben, du coup, quand je suis rentrée, ben, j'ai fait les marchés. J'avais appris à être dehors par tous les temps. C'est-à-dire, j'ai fait les marchés parce que le docteur qui me soignait, à un moment donné, je lui dis, maintenant, ça y est, il faut que je travaille, je veux plus... mes sœurs, c'est elles qui payaient les soins. Alors, j'ai dit, maintenant, il faut que je me mette à travailler. Alors, il me dit, ben, d'accord, je comprends. Il ne m'a pas dit, ben, tu ne payeras pas les consultations. Hein. Et donc, il m'a dit, ne va pas travailler dans les bureaux, trouve-toi une place de vendeuse, tu seras obligé de parler avec les gens, tu seras obligé de sourire, va pas dans les bureaux. Alors, quand je suis rentrée, j'ai dit ça à la maison. J'ai une sœur qui
à Avignon, avait fait connaissance avec un jeune homme et puis il se plaisait. Mais quand la guerre a été finie, ma maman est revenue habiter à Paris et ma sœur, il a fallu qu'elle la suive. Et du coup, elle n'était plus avec son fiancé, son amoureux plutôt, ils n'étaient pas encore fiancés. Alors quand elle a entendu que je devais être vendeuse, elle avait repris la place de marché que mes sœurs aînées avaient avant la guerre. Donc, elle m'a dit, eh ben, tu veux être vendeuse, eh ben, tu seras vendeuse à ton compte. Et elle m'a laissé son étalage avec la marchandise. Je lui ai payé, on a fait un inventaire, et puis je lui ai payé la marchandise qu'elle me laissait. Et voilà, et j'ai fait les marchés pendant 40 ans. Voilà. Quelle était votre réaction lorsque vous avez appris ce qui allait se passer à votre père? Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris ce qui allait se passer pour votre père? Je me suis toujours senti responsable. C'est moi qui les ai envoyés à la mort. Même si c'est faux, c'est pas vrai, puisque de toute façon, automatiquement, quand on descendait des wagons, il y avait sa fameuse sélection, et que pour les hommes, s'ils avaient plus de 50 ans, on les tuait. Il fallait avoir moins de 15 ans et moins de 50 ans pour les hommes. Et si pour les femmes, c'était moins de 15 ans et moins de 45 ans. Alors, les femmes, 15-45 et les hommes, 15-50. Mon père avait 61 ans et mon frère avait 12 ans. Donc, ils auraient été automatiquement obligés de monter sur les camions et partir à la mort. Mais c'est quand même moi qui leur ai dit, et puis peut-être qu'il peut y avoir des exceptions, et il y en a eu très rares, mais il y a quand même eu quelques exceptions, et pourquoi que l'exception n'aurait pas été sur papa et Gilbert. Donc je me suis sentie toujours responsable de leur mort. Avez-vous pensé à baisser les bras? Avez-vous pensé à baisser les bras? On n'avait pas le droit. Hein. Baisser les bras, ça veut dire quoi? Ça veut dire te laisser mourir? Ou ça veut dire te laisser mourir? C'est ça? Pas lutter, pas... Dans le camp? Dans le camp. Oui, j'ai bien compris aussi. Mais dans le camp, un jour, j'ai vu un robot dans une vitrine. Le robot était tout seul dans la grande vitrine, et puis il allait d'un coin à un autre et tout. Et j'ai pensé que c'était ça, on était devenus des robots. On se levait le matin, on nous mettait un outil dans les mains. Un jour, c'était une pioche. Un autre jour, c'était une pelle, un autre jour, une brouette, un autre jour, ci, un autre... Et c'est là que tu savais ce que tu allais faire. Tout au moins, je parle pour moi qui avait ce commando. Sinon, il y avait plein de commandos que je ne connaissais pas. Il y avait un commando, je ne sais plus comment que ça s'appelait, le nom m'échappe. Jamais j'avais entendu ce nom-là. Et une copine que j'ai retrouvée, que j'ai pas retrouvée. Je me suis fait une copine bien longtemps après mon retour. Et qu'est-ce que tu faisais? Alors, elle travaillait à la Weberail. Alors, moi, j'entends les rails. Ah, ben, moi aussi, j'en ai installé des rails. Ah, mais non, la Weberail, tous les jours, ils allaient dans une baraque. Il y avait un socle devant eux. Sur ce socle, il y avait un clou, et ils avaient des métrages de tissu, des bandes de tissu. C'était pour faire des tresses. Alors, elles ont fait des tresses à longueur de mois. Quand la journée était finie, la capot ne pouvait pas vérifier
tout le monde. Elle prenait quelques femmes au hasard, elle prenait leur tresse, elle tirait dessus. Si la tresse était bien serrée, elle ne se défaisait pas. Mais comme il fallait faire un certain métrage et que les gens sont fatigués, ils ne peuvent pas faire comme ça, eh bien, la tresse, dès qu'elle la tirait, elle se défaisait. Eh bien, elle recevait des coups et il fallait qu'elle fasse un métrage de plus. Voilà, ça s'appelait la Weberei. Il y avait un tas de travail que je ne savais pas, que je ne connaissais même pas. Mais il y avait même aussi des bijoutiers, l'or qui était récupéré des bouches des morts quand il y avait dans les chambres à gaz. Ceux qui sortaient les morts de ces chambres à gaz, eh bien, ils récupéraient les dents en or, et ces dents en or, eh bien, l'or était fondu, et ils en faisaient des rouleaux, et c'était les officiers qui... Ah ben, il y avait des bijoutiers comme ça. Tu vois. Quelle a été votre plus grande frayeur pendant cette période? Comment? Frayeur? Quelle a été votre plus grande frayeur pendant cette période? Eh bien, la chambre à gaz. On a toujours eu peur de la chambre à gaz. Et là aussi, quand on a quitté Birkenau, on ne savait pas où on allait, et là aussi j'ai eu peur. Alors que ça a été vraiment la chance de ma vie. Après la guerre, qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir de retrouver? Après la guerre, qu'est-ce que vous avez eu le plus de plaisir de retrouver? Retrouver ma famille, naturellement. Mais je n'ai pas... moi, ce que j'aurais voulu connaître, c'est quand on voyait à la télé les femmes qui avaient été libérées, elles se sautaient... Paris, quand Paris a été libéré, les femmes se sautaient au cou, s'embrassaient, dansaient et tout. Moi, j'étais malade quand on a libéré le camp de Theresienstadt. Donc, je n'ai pas eu... j'avais pas la force d'être très contente. Mais j'ai demandé à des camarades, est-ce que vous aussi, vous n'étiez pas malade? Est-ce que vous avez sauté, dansé, chanté parce que vous étiez libérés? Ben non, non. Parce que quand on était dans les camps, on a tellement vu d'horreur. Et puis, on a toutes perdu de la famille. Et on a toutes perdu des amis. Alors non. Même libéré, on n'a jamais eu cette explosion de joie que moi j'aurais aimé connaître. Moi, quand je suis rentrée à la maison, il fallait que j'annonce que papa et Gilbert avaient été tués. Je ne savais pas que mon neveu et ma sœur aînée ont été déportés, et ma sœur aînée, je ne sais pas du tout comment qu'elle est morte, où est-ce qu'elle est morte, et je ne le sais pas. Mon neveu, oui, là, il y a quelques années, j'ai reçu d'un journaliste allemand un papier, un dessin. Il a trouvé dans un petit village allemand qui s'appelle Liberos un petit calepin avec des dessins. On voit des jeunes autour d'une table. Sur le mur, il y a marqué « Bonne année 45 » et il y a la liste de ces jeunes qui étaient autour de cette table. Ils sont 10. Et il y a mon neveu s'appelle Georges Marcoux et il est parmi ses enfants. Et puis bon, il n'est pas rentré. Ça prouve qu'il est mort dans la marche de la mort. Et puis, quelques années après, un journal de déportation, je ne sais plus comment il s'appelle, un article sur justement ce petit village de Liberos. Des gens ont acheté du terrain pour construire une maison. Ils commencent à creuser les fondations.
il tombe sur une fosse commune où il y a 10 corps, 10 squelettes de jeunes morts, tués d'une balle dans la tête. Ces nazis, jusqu'au bout, ont fait marcher leur haine. C'était des jeunes. Alors, d'après les historiens, c'était une école, on leur apprenait pour être des maçons. J'ai le dossier là. C'est terrible de savoir que jusqu'au bout, ils ont, vous voyez, voilà le dossier, vous voyez, voilà l'image que j'ai reçue, et vous avez le nom des jeunes qui font partie de ce petit groupe. Les autres, j'ai jamais eu, mais mon neveu, oui. J'espère, vous savez, les déportés, quand on est rentré, on dit plus jamais ça. Eh bien, j'espère que ça sera plus jamais ça. Alors, les questions, encore. En tout cas, bravo, hein, parce que vous posez des très bonnes questions. Et puis, il y en a beaucoup. Allez-y, jeune homme. Quelle est l'importance, selon vous, de témoigner aujourd'hui? Quelle est l'importance, selon vous, de témoigner aujourd'hui? L'importance. Eh bien, toi, tu m'as écouté. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et comment tu vas répéter ce que tu as entendu aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu en as tiré comme morale? Moi aussi, je pose beaucoup de questions. Alors, vas-y, je t'écoute. Voilà, passeur de mémoire, ça c'est vrai aussi. Mais aussi réfléchir, tout ce qui est arrivé, le départ, c'est la haine d'un homme contre des Juifs. Ils détestaient, et puis le peuple allemand a suivi. Voilà, donc attention, attention. Moi, je prêche la tolérance. Acceptons-nous, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même religion, on est quand même des êtres humains et on a tous le droit de vivre. Acceptons-nous. Donc, tolérance, tolérance, tolérance. Vous avez des... Ben voilà, tiens, je suis contente. Avez-vous eu des traumatismes pendant cette période? Des traumatismes, avez-vous eu des traumatismes? Oui, ben naturellement. Tu sais, on ne peut pas avoir vécu 15 mois avec un régime comme ça sans avoir été indemne. C'est pas possible. J'en connais pas. Peut-être si, ceux qui avaient des planques. Tu sais, les vessies en ont pris un coup, l'estomac en a pris un coup. Mais malgré tout, je m'estime heureuse parce que tout ce que j'ai eu, eh bien, j'ai pu le supporter et je n'en suis pas morte. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont mal terminé. Est-ce que pendant cette période, vous avez vu entendu parler de tentatives d'évasion? Comment? De tentatives d'évasion. Est-ce que vous avez entendu parler? Oui, il y en a eu une. C'est une jeune femme qui s'appelait Mala, qui était très, très, très érudite. Quand on arrivait, on nous rasait, on nous déshabillait, on n'était plus nous. Mais par contre, les officiers revenaient et demandaient, cherchaient des grosses têtes. Est-ce qu'il y a des ingénieurs? Est-ce qu'il y a des médecins? Est-ce qu'il y a des chirurgiens? Est-ce que... Nous, quand on est arrivés, ils devaient peut-être préparer une fête, très certainement. Ils ont demandé des chanteuses et des danseuses. Eh bien,
le jour où on est arrivé, alors qu'on nous a enlevé les cheveux, on nous a mis nus, on commençait déjà à nous frapper, hein, eh bien, des femmes se sont mises à chanter. C'était peut-être pas des chanteuses, mais elles chantaient très bien. Et danseuses, il n'y en avait qu'une, une petite jeune fille. Est-ce qu'elle était vraiment danseuse? Je pense que oui, ou tout au moins elle avait appris. Elle était adorable, cette petite. Je l'avais repérée quand elle avait ses cheveux. Là maintenant, elle n'avait plus de cheveux. On aurait cru mon petit frère. Et on lui avait mis sur le dos une robe 3 fois trop grande. Elle faisait du 35. Elle avait des chaussures de 38, 39. Elle a retiré ses chaussures. Elle a retroussé sa robe. Et là, voilà qu'il nous a fait une démonstration de danse classique. Ça lui a servi parce qu'elle n'a pas fait les gros boulots. Elle servait elle passait des ordres des nazis d'un bureau à un autre. Et il paraît qu'elle est rentrée dans des déportations. Il y a eu des gens qui ont eu de la chance et puis d'autres qui n'en ont pas eu. Alors, évasion, il y a eu une jeune fille qui s'appelait Mala. J'ai oublié. Mala, justement, avait été repérée parce que quand elle avait été arrêtée en Belgique. Quand son transport est arrivé, eh bien, une fois qu'il y a eu la sélection, alors est-ce que parmi vous, il y a des gens qui parlent italien? Elle lève la main. Qui parle anglais? Elle lève la main. Allemand? Elle lève la main. Elle était polyglotte, elle parlait toutes les langues. Du coup, ils l'ont pris pour servir d'interprète. Et puis, ils se sont attachés à elle. Et du coup, elle allait très, très, très souvent à Auschwitz. Birkenau, Auschwitz. À Auschwitz, c'était surtout les non-juifs qui étaient à Auschwitz et des résistants polonais, arrêtés parce qu'ils avaient fait de la politique ou des attentats. Elle fait connaissance avec un résistant polonais. Ils se sont amourachés l'un de l'autre. Et comme lui, il est résistant, arrêté comme résistant, il a pu avoir contact avec des civils. Ils lui ont procuré un costume d'officier et vous aviez des officiers qui vivaient en famille à Birkenau. Et comme ils avaient peut-être besoin d'un plombier, d'un électricien, ils se servaient des déportés qui étaient dans les camps. Eh bien, ils sont sortis, lui, comme un officier qui emmène un plombier travailler chez lui. Il n'a même pas eu à se cacher, rien du tout. Dès qu'ils ont quitté le camp, naturellement, on leur avait procuré des vêtements civils et il paraîtrait qu'ils avaient déjà bien marché en Pologne. Ils ont eu, il paraîtrait, ça c'est ce qui se dit, moi je ne les ai pas contrôlés, ils ont été dans une épicerie pour acheter quelque chose et l'épicière a trouvé que le billet qu'ils avaient était trop important pour l'époque et elle les a dénoncés. Un soir, quand on rentrait dans le camp, il fallait aller devant les baraques pour l'appel du soir. Et là, on est rassemblés dans une partie du camp, tout le monde est là, des 10 000 personnes sont là, et devant nous, il y a comment qu'on appelle quand on prend quelqu'un? Un gibet? Un gibet? Oui, ben, un gibet, si vous voulez, qui est installé sur une terrasse à bonne hauteur, tout le monde le voyait ça, et on traîne par les cheveux par terre, on tire par les cheveux, parce que du coup, elle avait ses cheveux, hein, eh bien, c'était Mala. Ceux qui sont devant ont tout vu, mais nous, on n'a rien vu. Eh bien, cette Mala, comme elle était avec des résistants, ils lui ont passé
une lame de rasoir et au moment où l'officier allait la pendre, eh bien, elle s'est ouvert les veines. Donc, vous voyez, je crois qu'il était impossible de se sauver des Birkenau. Mais dans les autres camps, peut-être, Bergen-Belsen, c'était immense, mais je ne sais pas s'il y en a qui se sont sauvés de Bergen-Belsen. J'avoue, franchement, je ne sais pas. Mais d'Auschwitz, oui. D'Auschwitz, il y avait plein de petites usines et il paraîtrait qu'il y en a qui se sont sauvés d'Auschwitz. Parce que Auschwitz et Birkenau, on dit toujours Auschwitz, mais c'est tout à fait différent. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, Madame Colin. Eh bien, on s'arrête là. En tous les cas, non. C'est très gentil à vous de m'applaudir. Je prends les applaudissements pour mes camarades qui n'ont pas eu ma chance, mais les applaudissements, c'est vous qui les méritez. Parce que vous m'avez écouté, pas bougé, formidable, et en plus, vous allez devenir des passeurs et des passeuses de mémoire. Là, ça, on compte sur vous, tous ceux qui sont survivants maintenant et ceux qui sont décédés, on compte sur vous, les élèves, pour qu'on n'oublie pas et que ça ne recommence pas. Merci. Moi, j'aimerais bien être chez eux et voir comment ils vont raconter ça à leurs parents. Ça va être intéressant. Oui.